Le silence qui règne dans l'appartement de Martin n'a rien d'apaisant. Il est lourd, presque oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Martin est assis sur le bord du canapé, le regard fixé sur la porte d'entrée, tandis que le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain trahit la présence de Luna Torres, inconsciente du danger qui se rapproche. Martin essaie de se convaincre que tout va bien, que cette angoisse sourde n'est qu'un mauvais pressentiment de plus. Pourtant, son corps le trahit. Ses épaules sont raides, ses mains moites, et son cœur bat trop vite pour un simple moment de calme. C'est alors que la sonnette retentit. Le son résonne dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Martin se fige. Il sait, sans même réfléchir, que cette visite n'est pas anodine. De la salle de bain, la voix de Luna se fait entendre, légère, presque banale. Elle lui demande d'ouvrir, persuadée qu'il s'agit d'un voisin ou d'une visite sans importance. Martin se lève lentement, chaque pas vers la porte lui semblant plus lourd que le précédent. Lorsqu'il ouvre, son souffle se coupe net. Sur le seuil se tient Hubert Joseph. Son visage est fermé, son regard dur, calculateur. Il n'y a aucune surprise dans ses yeux, il savait exactement où trouver Martin. L'espace d'une seconde, le temps semble suspendu. Hubert entre sans y être invité, imposant sa présence avec une autorité glaciale. Martin comprend aussitôt que cet homme ne vient pas pour une visite de courtoisie. Chaque mot non prononcé pèse déjà comme une menace. Hubert parle bas, d'une voix maîtrisée, trop calme pour être honnête. Il s'adresse à Martin comme on parle à quelqu'un que l'on sait fragile, presque brisé. Il évoque le passé, les dossiers, les souvenirs que Martin préférerait oublier. Chaque phrase est une manière détournée de lui rappeler qu'il est observé, qu'il ne lui échappera pas. Martin sent la peur lui nouer l'estomac. Il sait que s'il est seul, cette conversation pourrait basculer à tout moment. Mais la porte de la salle de bain s'ouvre. Luna apparaît, les cheveux encore humides, surprise par la présence de cet homme qu'elle reconnaît immédiatement. Son instinct la pousse à s'inviter dans la conversation, à poser des questions simples, presque naïves. Elle sourit, parle du quotidien, comme si de rien n'était. Et sans le savoir, elle vient de sauver Martin. Hubert, pris de court, ajuste son masque. Son regard glisse brièvement vers Luna, puis revient sur Martin avec une lueur sombre, chargée d'avertissement. Il comprend qu'il ne peut pas aller plus loin. Pas maintenant. Avant de partir, il lance à Martin un dernier regard, lourd de promesses silencieuses. Ce regard dit tout, ce n'est que partie remise. Lorsque la porte se referme, Martin a l'impression que l'air revient enfin dans ses poumons. Mais la peur, elle, ne s'en va pas. Luna remarque immédiatement son trouble. Elle le connaît trop bien pour ne pas sentir que quelque chose cloche. Martin tente de minimiser, mais ses mots sonnent creux. Il sait qu'il vient de frôler quelque chose de grave, et que la présence de Luna n'a fait que repousser l'inévitable. Pendant ce temps, au commissariat, une autre tension se joue. Stanislas est penché sur un dossier qui le dérange profondément. Le rapport d'autopsie est clair, le décès de l'adjoint d'Hubert est classé comme un suicide. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Le geste est trop rapide, trop radical. Et surtout, la réaction d'Hubert lorsqu'il a découvert le corps lui revient en mémoire. Une réaction froide, presque distante. Pas celle d'un supérieur bouleversé par la perte d'un collègue. Stanislas n'arrive pas à se débarrasser de cette intuition tenace, cet homme n'était pas seul au moment de sa mort. Et si quelqu'un l'avait aidé? Pire encore, si quelqu'un l'y avait poussé? À quelques bureaux de là, Idriss reçoit une information qui tombe comme un couperet. Le procureur a tranché, selon lui, Duterte est coupable, et l'enquête est officiellement close. Pour beaucoup, cette décision marque la fin de l'affaire. Pour Idriss, au contraire, elle marque le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Il sent que cette conclusion arrive trop vite, comme si quelqu'un voulait faire taire la vérité avant qu'elle n'éclate. Idriss échange un regard lourd de sens avec Stanislas. Ils pensent la même chose sans avoir besoin de se le dire, on essaie de leur cacher quelque chose. Et plus ils creusent, plus le nom d'Hubert Joseph s'impose comme une ombre au centre de tout. Pendant ce temps-là, ignorant encore l'ampleur du danger, Martin et Luna marchent le long du port. Le vent marin apporte une illusion de liberté, mais Martin reste fermé, ailleurs. Luna le regarde, attentive, inquiète. Elle sent que cet homme qu'elle aime est en train de lui échapper, englouti par une peur qu'il n'ose pas nommer. C'est là que Martin lâche la phrase qui change tout, il envisage de rentrer à Lille. Pour Luna, c'est un choc. Elle ne s'y attendait pas. Elle tente de comprendre, de trouver une logique à cette décision soudaine. Martin parle d'un besoin de recul, d'un nouveau départ. Mais derrière ces mots, il y a autre chose. La peur brute, viscérale, de rester à Marseille sous la menace d'Hubert. Luna accepte, en apparence. Elle promet d'organiser les choses, d'appeler ses parents.
Mais son regard se voile lorsqu'elle lui avoue à quel point il va lui manquer. À cet instant précis, Martin comprend le prix de son silence. Partir, c'est peut-être se sauver lui-même. Mais c'est aussi laisser Luna dans l'incompréhension, sans jamais lui dire toute la vérité. Et pendant qu'il hésite entre la fuite et le courage, ailleurs, Idriss commence à comprendre que la clé pour faire tomber Hubert Joseph porte un nom, Martin. Un témoignage capable de faire s'effondrer tout un système, mais qui pourrait aussi signer l'arrêt de mort de celui qui oserait parler. Pendant ce temps-là, le piège se referme lentement, et chacun s'apprête à payer le prix de la vérité. Au commissariat, l'ambiance a changé sans que personne ne puisse vraiment dire quand. Il ne s'agit pas d'un événement précis, mais plutôt d'une sensation diffuse, comme si l'air s'était alourdi. Stanislas tourne en rond dans son bureau, incapable de se concentrer sur autre chose que l'image obsédante du corps pendu de l'adjoint d'Hubert. Officiellement, tout est clair, suicide. Officieusement, chaque détail crie le contraire. Il revoit la scène encore et encore. La corde, trop bien ajustée. L'absence de panique, l'absence de lutte. Et surtout ce moment précis, gravé dans sa mémoire, le regard d'Hubert Joseph lorsqu'il est arrivé sur place. Pas de choc, pas de sidération. Juste une froideur méthodique, presque administrative. Stanislas se surprend à serrer les poings. Il a vu trop de morts pour ne pas reconnaître quand quelque chose sonne faux. Quand Idriss entre dans le bureau, Stanislas comprend immédiatement qu'il n'est pas le seul à douter. Idriss a ce regard tendu, celui qu'il arbore quand il sent qu'une vérité dérangeante se cache derrière un mensonge trop bien ficelé. Il ne prend même pas le temps de s'asseoir. Il annonce, presque mécaniquement, la décision du procureur. Dutertre est officiellement désigné comme coupable, l'enquête est classée. Pour Stanislas, ces mots résonnent comme une provocation. Classé, fermé, circulé, il n'y a rien à voir. Il laisse échapper un rire bref, sans joie. C'est trop facile, lâche-t-il. Idriss acquiesce. Ce genre de conclusion hâtive, ils l'ont déjà vu. C'est souvent le signe qu'on veut protéger quelqu'un de bien placé. Pendant ce temps, ailleurs dans le quartier, Martin tente de donner le change. L'appartement est calme, mais cette fois, ce calme ne le rassure plus. Il se surprend à sursauter au moindre bruit venant du palier. Chaque pas dans l'escalier lui semble suspect. La visite d'Hubert a laissé une trace profonde, comme une empreinte invisible qui refuse de s'effacer. Martin sait qu'il a franchi une ligne sans même s'en rendre compte. Il sait surtout qu'il en sait trop. Luna Torres l'observe sans rien dire. Elle sent que quelque chose s'est fissuré chez lui. Ce n'est pas seulement de l'inquiétude, c'est une peur plus ancienne, plus enracinée, celle de quelqu'un qui a déjà compris qu'il est devenu une cible. Lorsqu'elle lui parle du quotidien, de projets simples, Martin répond à peine. Son esprit est ailleurs, occupé à imaginer tous les scénarios possibles, tous les dangers invisibles. Un peu plus tard, Luna décide de ne plus ignorer ce malaise. Elle appelle Idriss. Sa voix est calme, mais une inquiétude sincère transparaît dans chaque mot. Elle lui raconte la visite d'Hubert, son attitude menaçante, ce regard noir lancé à Martin en partant. Idriss n'interrompt pas. À mesure qu'elle parle, son intuition se confirme. Ce qu'il craignait est en train de se matérialiser. Hubert agit en homme qui se sait puissant et intouchable. Lorsque Luna mentionne la décision soudaine de Martin de rentrer à Lille, Idriss comprend immédiatement. Ce n'est pas un simple choix personnel. C'est une fuite, une tentative désespérée de se mettre hors de portée. Idriss la remercie, raccroche, puis reste un instant immobile, le téléphone encore à la main. Il sait désormais qu'ils ne peuvent plus attendre. Chaque minute qui passe augmente le risque. Il se rend aussitôt dans le bureau d'Ariane Lersan. Ariane lève les yeux vers lui, déjà consciente que quelque chose d'important se joue. Idriss ne tourne pas autour du pot. Il lui demande de revoir l'autopsie de Dutertre. Pas officiellement, officieusement. Ariane hésite une fraction de seconde. Elle sait ce que cela implique, remettre en cause une conclusion validée par le parquet, s'exposer à des pressions, voire à des sanctions. Mais elle connaît Idriss. Et surtout, elle connaît ce sentiment qui ne trompe jamais, celui qui vous dit que la vérité a été enterrée trop vite. Pendant qu'Ariane se replonge dans les rapports, Martin et Luna se retrouvent une dernière fois au bord du port. La lumière décline lentement, enveloppant la ville d'une douceur trompeuse. Martin parle de l'île comme d'un refuge, d'un endroit où tout serait plus simple. Mais ces mots sont empreints d'une tristesse profonde. Luna l'écoute, le cœur serré. Elle comprend qu'il ne lui dit pas tout. Et cette omission lui fait presque plus mal que le départ annoncé. Quand Martin lui avoue qu'elle va lui manquer, Luna détourne un instant le regard pour cacher l'émotion qui la submerge. Elle ne veut pas le retenir de force, mais elle sent confusément que ce départ n'est pas une solution. C'est un aveu de défaite face à une menace qu'il n'ose pas encore nommer.
De retour au commissariat, Ariane ressort enfin du silence. Elle a repris chaque détail, chaque trace, chaque anomalie. Et ce qu'elle découvre confirme les pires craintes d'Idriss et de Stanislas. Dutertre n'a pas mis fin à ses jours. Quelqu'un l'a aidé à mourir. Quelqu'un qui avait intérêt à le faire taire. Quand Ariane annonce sa conclusion, un froid glacial s'installe. Les regards se croisent. Plus aucun doute n'est permis. Si Dutertre a été assassiné, alors l'enquête n'est pas close. Elle ne fait que commencer. Et au sommet de cette pyramide de mensonges, un nom revient encore et encore, comme une évidence inquiétante, Hubert Joseph. À cet instant précis, Idriss comprend que la partie qui s'annonce sera dangereuse. Pas seulement pour eux, mais surtout pour celui qui détient la pièce maîtresse de ce puzzle, Martin. Le verdict d'Ariane Hersan tombe sans emphase, presque à voix basse, mais il résonne comme une déflagration dans le bureau. Dutertre n'a pas mis fin à ses jours. Les indices sont là, disséminés dans les détails que l'on n'avait pas voulu voir, une pression exercée au mauvais endroit, une trace incompatible avec un geste solitaire, une chronologie qui ne tient pas. L'assassinat est désormais une certitude. Et avec lui, la certitude plus inquiétante encore que quelqu'un, haut placé, a orchestré la mise en scène. Idriss encaisse l'information sans un mot. Son regard se durcit, sa mâchoire se crispe. Il sait ce que cela implique, l'affaire ne relève plus d'une simple erreur judiciaire, mais d'un système. Un réseau qui protège les siens, quitte à sacrifier ceux qui deviennent encombrants. Stanislas, lui, laisse échapper un souffle long, comme s'il venait de confirmer une peur qu'il portait depuis le début. Les deux hommes échangent un regard bref, lourd de sens. Ils sont arrivés au point de non-retour. À cet instant précis, un nom s'impose sans même être prononcé. Hubert Joseph. Tout converge vers lui. Son autorité, son sang-froid suspect, la mort de son adjoint, la clôture précipitée de l'enquête. Rien n'est laissé au hasard. Idriss comprend que s'attaquer frontalement à Hubert serait suicidaire. Il leur faut une preuve irréfutable, quelque chose que même les protections les plus solides ne pourraient étouffer. Et cette preuve, ils savent où la trouver. Le témoignage de Martin. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Martin est en train de faire ses valises. Chaque objet qu'il range est un fragment de vie qu'il laisse derrière lui. Il essaie de se convaincre que ce départ est rationnel, nécessaire. L'île représente un refuge, une distance salvatrice entre lui et la menace diffuse qui plane sur Marseille. Mais plus il avance, plus un malaise s'installe. Il a la sensation de fuir au moment précis où la vérité commence à émerger. Luna Torres l'observe en silence. Elle sent que cette décision n'est pas seulement un choix personnel, mais une réaction à quelque chose de bien plus grave. Elle repense au regard d'Hubert ce jour-là, à cette tension palpable, à cette façon de jauger Martin comme on jauge un risque à éliminer. Une inquiétude sourde l'envahit, et si partir ne suffisait pas? Et si le danger le suivait malgré tout? Au commissariat, Idriss ne perd pas de temps. Il fait le lien entre la visite d'Hubert chez Martin et la confirmation du meurtre de Dutertre. Pour lui, tout est clair, Hubert a voulu jauger Martin, mesurer sa loyauté, peut-être même l'intimider. La décision soudaine de rentrer à Lille prend alors une autre dimension. Ce n'est plus un simple départ, c'est une tentative de survie. Mais Idriss sait aussi que ce départ complique tout. Sans Martin, sans sa parole, le dossier risque de s'effondrer. Et paradoxalement, plus Martin s'éloigne, plus il devient vulnérable. Car s'il est la clé pour faire tomber Hubert, il est aussi la cible prioritaire à faire taire. Lorsque la nouvelle de la confirmation de l'assassinat circule officieusement, Hubert Joseph affiche un calme presque provoquant. Il paye sa tournée, se montre affable, parle de la fin de l'enquête comme d'une victoire collective. À première vue, tout semble normal. Mais pour Idriss et Stanislas, ce comportement est un aveu déguisé. Hubert se croit intouchable, et c'est précisément cette assurance qui le rend dangereux. Stanislas exprime alors ce que tous pensent tout bas. Utiliser Martin comme témoin, c'est jouer avec le feu. Le mettre sous protection, le faire parler officiellement, c'est attirer l'attention directe d'Hubert sur lui. Mais ne rien faire, c'est laisser un assassin continuer à agir en toute impunité. Le dilemme est cruel. Chaque option comporte un risque énorme. Idriss tranche finalement. La vérité a un prix, et ils ne peuvent plus reculer. Il sait que demander à Martin de témoigner, c'est l'exposer. Mais il sait aussi que c'est la seule manière de démanteler le réseau. Ce choix, il le prend en connaissance de cause, avec le poids de la responsabilité qui l'accompagne. À cet instant, quelque part entre la peur et le courage, les destins se croisent. Martin, prêt à partir, ignore encore que sa parole est devenue l'arme la plus redoutable contre Hubert Joseph. Idriss, déterminé à aller jusqu'au bout, sait qu'il est en train de mettre un homme en danger pour en arrêter un autre.
Et Hubert, persuadé d'avoir gagné, ne se doute pas encore que le piège commence lentement à se refermer autour de lui. À ce moment-là, chacun comprend que la vérité ne se conquiert jamais sans sacrifice, et que le prix à payer pourrait être bien plus élevé que prévu. La décision est prise, mais elle pèse comme une chape de plomb. Idriss le sent jusque dans ses gestes, plus lents, plus lourds. Rien n'est encore officiel, rien n'est écrit noir sur blanc, et pourtant la mécanique est lancée. Dès l'instant où ils ont accepté l'idée d'utiliser le témoignage de Martin, ils ont changé la nature même de l'affaire. Ce n'est plus seulement une enquête contre un réseau criminel, c'est une course contre la montre pour protéger un homme déjà fragilisé. Dans un coin du commissariat, Stanislas observe Hubert Joseph de loin. Ce dernier circule entre les bureaux avec une aisance presque insolente, serrant des mains, plaisantant, offrant des cafés. Il joue le rôle du chef respecté à la perfection. Mais Stanislas n'est plus dupe. Chaque sourire lui semble désormais calculé, chaque parole pesée. Hubert agit comme quelqu'un qui sait qu'il n'a rien à craindre, ou comme quelqu'un qui se prépare déjà à frapper si nécessaire. Idriss, lui, garde une distance prudente. Il sait que le moindre faux pas pourrait alerter Hubert. Alors il observe, il écoute, il encaisse. Lorsque Patrick annonce qu'Hubert paye sa tournée pour célébrer la fin de l'enquête, Idriss ressent un mélange de colère et de mépris. Cette mise en scène de victoire lui paraît obscène, presque provocatrice. Hubert savoure l'instant, persuadé que tout est réglé. Mais Idriss sait que derrière cette façade, le danger n'a jamais été aussi proche. Pendant ce temps, Martin vit dans une tension permanente. Ses valises sont presque prêtes, mais il n'arrive pas à se résoudre à les fermer. Chaque objet qu'il touche ravive une question qu'il n'ose pas formuler à voix haute. Partir, oui. Mais fuir quoi, exactement? Il repense sans cesse à la visite d'Hubert, à ce regard noir chargé de sous-entendus. Plus il y pense, plus une certitude s'impose. Hubert ne l'a pas vu comme un simple ancien collègue ou un témoin anodin. Il l'a vu comme un risque. Luna Torres ne le quitte presque plus des yeux. Elle sent que Martin est au bord de la rupture, pris entre la peur et la culpabilité. Elle voudrait le rassurer, lui dire que tout ira bien une fois à Lille, mais les mots refusent de sortir. Quelque chose lui dit que la menace ne s'arrête pas aux frontières de la ville. Elle se souvient trop bien de l'attitude d'Hubert pour croire à une simple coïncidence. Quand Idriss décide enfin de contacter Martin, il le fait avec une prudence extrême. Pas de ton dramatique, pas d'aveu direct. Il évoque une discussion nécessaire, urgente, mais sans entrer dans les détails. Martin comprend immédiatement que ce n'est pas anodin. Une angoisse sourde lui serre la poitrine. Il sait, au fond de lui, que cette conversation pourrait bouleverser tous ses plans. Au commissariat, la tension monte d'un cran lorsqu'Ariane et Ersan confirment que les nouvelles conclusions ne pourront pas rester officieuses très longtemps. Tôt ou tard, il faudra agir, rouvrir le dossier, confronter Hubert. Et ce jour-là, le témoignage de Martin sera incontournable. Idriss le sait, Stanislas le sait, et Ariane aussi. La question n'est plus si Martin doit parler, mais quand, et surtout comment le protéger. Hubert, de son côté, semble étrangement attentif. Son regard s'attarde un peu trop longtemps sur Idriss, sur Stanislas, comme s'il cherchait à lire quelque chose derrière leur visage fermé. Il pose des questions anodines, s'informe de l'avancement des dossiers, feint la normalité. Mais derrière cette curiosité polie, il y a une vigilance dangereuse. Hubert sent que quelque chose lui échappe, sans encore pouvoir mettre le doigt dessus. Cette nuit-là, Martin dort mal. Chaque bruit le tire de son sommeil, chaque ombre projetée sur les murs lui donne l'impression d'être observé. Il se lève, regarde par la fenêtre, scrute la rue déserte. Une pensée le traverse, brutale. Et s'il était déjà trop tard pour partir? Et si sa décision de rentrer à Lille avait été prise au moment même où le piège commençait à se refermer? Dans le silence de l'appartement, Martin comprend qu'il ne pourra pas éternellement se cacher. Il sait aussi que sa parole a un poids immense, peut-être trop lourd pour ses épaules. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'en acceptant de parler, il pourrait non seulement faire tomber Hubert, mais aussi déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. À cet instant précis, chacun avance sur une ligne de crête, conscient que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences irréversibles. Le rendez-vous est fixé sans être vraiment nommé. Un appel bref, quelques mots choisis, et une adresse discrète. Idriss sait qu'il ne peut pas convoquer Martin au commissariat sans attirer l'attention. Trop de regards, trop d'oreilles. Alors il choisit la marge, l'entre-deux, un lieu où l'on peut parler sans être vu. Chaque précaution trahit l'ampleur du danger. Martin arrive en avance. Il s'assoit, observe autour de lui, repère les sorties. Il ne s'était jamais vu ainsi, méfiant, presque paranoïaque.
Pourtant, tout en lui dit que cette vigilance est nécessaire. Quand Idriss apparaît enfin, Martin comprend à son visage fermé que les choses ont franchi un seuil. Il n'y a plus de détour possible. Idriss ne tourne pas autour du pot. Il explique, avec des mots mesurés, ce que Ariane Hersan a confirmé, Dutertre a été assassiné. Le silence qui suit est lourd. Martin baisse les yeux. Une partie de lui l'avait pressenti depuis longtemps. Entendre la vérité, cependant, donne à sa peur une forme précise, presque insoutenable. Idriss poursuit, évoque le réseau, la manipulation, l'impunité dont bénéficie Hubert Joseph. Puis vient la phrase que Martin redoutait, son témoignage est crucial. Idriss ne force rien. Il expose les faits, les risques, les options. Il parle de protection, de procédure, de garanties qui, même bien intentionnées, sonnent creux face à un adversaire aussi puissant. Martin écoute, figé. Il pense à l'île, à la fuite qu'il s'était imaginée comme une issue. Il comprend désormais que partir ne suffira peut-être pas. Se taire non plus. Dans l'intervalle, Luna Torres sent que quelque chose se joue sans elle. L'absence de Martin, son silence inhabituel, réveille une angoisse qu'elle n'arrive plus à contenir. Elle se souvient de la visite d'Hubert, de cette impression de menace contenue. Une colère sourde monte. Pourquoi faut-il toujours que la vérité mette ceux qu'on aime en danger ? Au commissariat, Stanislas observe la scène de loin, l'attitude d'Hubert, ses sourires appuyés, sa tournée payée comme une célébration. Plus Hubert affiche sa confiance, plus Stanislas est persuadé qu'il faut agir vite. Un homme qui se croit intouchable est un homme capable de tout pour le rester. Le choix revient pourtant à Martin. Idriss le sait, il lui laisse le temps, quelques heures peut-être, pas plus. Car chaque minute qui passe est une minute offerte au risque. Martin sort du rendez-vous vidé. Il marche longtemps, sans but précis, laissant les pensées se bousculer. S'il parle, il met sa vie en jeu. S'il se tait, il laisse un meurtrier continuer en toute impunité. Lorsqu'il retrouve Luna, il ne lui dit pas tout, mais assez pour qu'elle comprenne la gravité de la situation. Il évoque une enquête rouverte, un danger réel. Luna l'écoute, le regard humide, partagé entre la peur de le perdre et la fierté muette de le voir affronter la vérité. Elle ne lui demande pas de se taire. Elle ne lui demande pas non plus de parler. Elle sait que ce choix ne lui appartient pas. La nuit tombe sur Marseille avec une lenteur pesante. Martin regarde ses valises, toujours ouvertes. Elles ne représentent plus un départ, mais une hésitation. Il comprend que, quoi qu'il décide, rien ne sera plus jamais comme avant. Et pendant qu'il pèse le prix de la vérité, quelque part, Hubert Joseph ajuste ses pions, convaincu que la partie est déjà gagnée. À ce moment-là, chacun sent confusément que l'équilibre est sur le point de se rompre, et que la suite dépendra d'un seul mot, parler. L'aube se lève sur Marseille avec une clarté trompeuse. La ville semble paisible, presque indifférente au choix lourd qui s'apprête à être fait. Martin n'a presque pas dormi. Il est resté assis des heures durant, les yeux perdus dans le vide, à écouter les bruits familiers de l'immeuble. Chaque pas dans l'escalier, chaque porte qui claque, lui a semblé porteur d'un danger imminent. Plus le temps passait, plus une évidence s'imposait. Il ne pourra pas continuer à vivre ainsi, dans la fuite permanente. Au commissariat, Idriss arrive tôt. Trop tôt pour un jour ordinaire. Il consulte son téléphone à plusieurs reprises, attendant un message qui tarde à venir. Il sait que Martin doit prendre une décision, mais il redoute autant qu'il espère ce moment. Utiliser son témoignage, c'est avancer d'un pas décisif vers la chute d'Hubert. Mais aussi exposer un homme déjà au bord de l'effondrement. Lorsque Stanislas rejoint Idriss, l'échange est bref, presque silencieux. Stanislas a repéré quelque chose, Hubert pose trop de questions, s'intéresse soudainement à des détails insignifiants, comme s'il cherchait à confirmer une intuition. Pour Stanislas, le doute n'est plus permis. Hubert sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Et un homme acculé devient imprévisible. Pendant ce temps, Luna Torres accompagne Martin jusqu'à la porte. Elle ne le retient pas, mais son regard en dit long. Elle sait où il va. Elle sait aussi que cette journée pourrait tout changer. Avant qu'il parte, elle lui prend la main, un geste simple, presque banal, mais chargé d'une intensité rare. Elle lui rappelle qu'il n'est pas seul, quoi qu'il arrive. Ces mots, Martin les emporte avec lui comme une armure fragile. Le rendez-vous avec Idriss est bref, tendu. Martin ne fait pas durer le suspense. Il annonce qu'il est prêt à parler. Pas par héroïsme, pas par goût du risque, mais parce qu'il refuse désormais de vivre dans la peur. Idriss l'écoute, grave, conscient de la portée de cette décision. Il parle aussitôt de protection, de mesures à mettre en place, de discrétion absolue. Pourtant, même en prononçant ces mots, il sait qu'aucune protection n'est infaillible face à un homme comme Hubert.
Ariane Hersan est mise dans la confidence. Elle insiste sur la prudence, sur la nécessité de verrouiller chaque étape. Le témoignage de Martin devra être bétonné, irréprochable. La moindre faille pourrait être exploitée, retournée, détruite. Tous savent qu'ils jouent gros. Pas seulement leur carrière, mais des vies humaines. Hubert, de son côté, continue de jouer la comédie. Il plaisante, affiche une assurance presque insolente. Pourtant, un détail ne lui échappe pas. L'attitude d'Idriss a changé. Moins de proximité, plus de distance. Ce changement subtil suffit à éveiller ses soupçons. Hubert comprend que quelque chose se prépare, même s'il ignore encore quoi. Son esprit méthodique commence à envisager des scénarios, à anticiper les menaces potentielles. Dans l'après-midi, Martin est placé dans un dispositif discret. Rien d'officiel, rien de visible. Juste assez pour le rassurer, et pour rappeler à Idriss l'ampleur de sa responsabilité. Chaque déplacement est calculé, chaque contact filtré. Martin se sent à la fois protégé et prisonnier. Il comprend que parler a un prix immédiat, la perte de toute liberté. Le soir venu, Luna attend. Elle tourne en rond dans l'appartement, incapable de se concentrer. Quand Martin rentre enfin, elle lit sur son visage que quelque chose d'irréversible a été enclenché. Il lui avoue sa décision. Luna ferme les yeux un instant, puis hoche la tête. La peur est là, immense, mais elle est accompagnée d'une détermination nouvelle. Elle sait que la vérité avance rarement sans douleur. À quelques rues de là, Hubert observe la ville depuis la fenêtre de son bureau. Une intuition sourde le traverse. Il sent que la partie n'est pas terminée. Et dans ce jeu d'ombre et de silence, il commence à envisager l'impensable, neutraliser le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. À ce moment précis, chacun comprend que le temps n'est plus un allié, mais un ennemi silencieux, prêt à frapper au moindre faux pas. La nuit s'installe sur Marseille avec une lenteur presque cruelle. Dans les rues, la vie suit son cours, indifférente au séisme silencieux qui se prépare. Martin est éveillé, assis dans une pièce trop calme pour être rassurante. Les heures qui viennent de s'écouler ont effacé toute illusion de retour en arrière. Il a parlé, pas encore devant un juge, pas encore officiellement, mais suffisamment pour que la machine soit lancée. Et il sait qu'à partir de maintenant, chaque minute compte. Au commissariat, Idriss relit les notes du témoignage, encore et encore. Les mots de Martin sont clairs, précis, implacables. Il dessine une chronologie qui ne laisse plus de place au doute, un enchaînement de faits qui pointe directement vers Hubert Joseph. Pour Idriss, c'est à la fois une victoire et un poids écrasant. Il sait qu'il tient enfin ce qu'il cherchait. Mais il sait aussi que cette vérité peut coûter très cher. Stanislas partage ce sentiment mitigé. Il observe les allées et venues au commissariat, attentif aux moindres signes d'alerte. Hubert n'est pas encore démasqué officiellement, mais son comportement a changé. Il parle moins, observe davantage. Il sent que quelque chose lui échappe, et cette prise de conscience le rend dangereux. Stanislas redoute le moment où Hubert comprendra que Martin est la clé de tout. Dans l'ombre, Ariane Hersan finalise les éléments techniques. Elle sait que le dossier devra être irréprochable pour résister aux pressions qui ne manqueront pas de s'exercer. Chaque preuve est vérifiée, chaque détail consolidé. Elle n'ignore pas que, face à un homme comme Hubert, la vérité seule ne suffit pas, il faut aussi une stratégie. Chez lui, Martin pense à Luna Torres. Il repense à son regard, à sa main serrée dans la sienne, à ce soutien silencieux qui lui a donné la force de parler. Luna, de son côté, vit dans une attente fébrile. Elle sait que Martin a fait ce qu'il fallait, mais la peur ne la quitte pas. Chaque bruit dans l'escalier, chaque sonnerie de téléphone la fait sursauter. Elle comprend désormais que le courage n'efface pas le danger. Et puis, tout s'accélère. Idriss reçoit un message, bref, tendu. Une information qui confirme ses craintes. Hubert a compris. Pas tout, pas encore, mais assez pour savoir qu'il est menacé. La façade s'est fissurée. L'homme sûr de lui laisse place à un stratège acculé. Idriss n'hésite plus. Il sait que la confrontation est inévitable, et qu'elle devra se faire vite, avant qu'Hubert ne tente de reprendre le contrôle par des moyens plus radicaux. Martin est informé. On lui demande de rester à l'écart, de suivre strictement les consignes. Il obéit, mais une angoisse sourde le ronge. Il a dit la vérité, mais il ignore encore à quel point cette vérité va bouleverser l'équilibre fragile de tous ceux qui l'entourent. Il comprend aussi que, même si Hubert tombe, rien ne redeviendra simple. Dans le regard d'Idriss, lorsqu'il se prépare à agir, il n'y a ni triomphe ni satisfaction. Seulement une détermination grave. Coincer Hubert est désormais possible. Mais le prix à payer, lui, reste incertain. Martin a accepté de risquer sa vie pour que la vérité éclate. Idriss accepte désormais de porter cette responsabilité jusqu'au bout.
À cet instant précis, chacun sait que la partie touche à sa fin. Mais que la victoire, si elle arrive, laissera des traces indélébiles.